Bienvenue à Emmaüs l'Escarpeau. Merci de cet accueil. Germain est par ici. Mais oui, Germain. C'est Germain qui nous accueille. Alors, est-ce qu'on pourrait l'applaudir, s'il vous plaît? Bien entendu, au nom de tous les membres du village, on vous remercie d'être venus aussi nombreux. Et pour nous, c'est un moment très, très important. Et ce qui est surtout aussi très intéressant pour nous, c'est de créer toute cette dynamique, toute cette réflexion politique qui est nécessaire justement pour nous au niveau du village Emmaüs l'Escarpeau et qui confirme totalement ce que l'on vit ici. Donc, dans le cadre du village, quand on voit un petit peu toute cette dynamique qui se fait, elle se fait grâce à tous ces milliers de gens qui sont passés et qui passent au village Emmaüs l'Escarpeau avec toutes leurs différences culturelles, religieuses, de nationalités différentes, et de se retrouver, de différents âges, de se retrouver et d'arriver à créer tout ce qu'on arrive à créer dans une dynamique participative. Et c'est ça qui pour moi est intéressant, c'est que si on arrivait à développer toute cette évolution du village, c'est grâce à cette dynamique participative avec un porteur de projet qui réinvestit toute sa dynamique au profit du collectif dans une politique participative à l'horizontale que moi j'appelle ici de la démocratie, où toute personne qui vient chez nous, peu importe son statut, peut devenir acteur et auteur de l'évolution. Car toutes les décisions que nous prenons ici, nous le prenons dans l'instant et non en instance, qui fait toute notre originalité et toute notre dynamique d'évolution. Et si on est arrivé aujourd'hui à être ce que l'on est, un village, c'est parce qu'on a développé la rencontre. Et des rencontres comme aujourd'hui, avec nos amis Eric, Clémentine et Julien, c'est pour nous très important. Très important, ça nous permet de grandir, ça nous permet de nous remettre en cause, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet, comme le disait l'abbé Pierre, de devenir des hommes debout et d'être surtout des acteurs et actifs de cette dynamique économique, sociale, culturelle et politique qu'on défend au village. Et pour nous, c'est important de pouvoir ensemble construire. Et le débat qu'on vous propose ce soir, c'est justement comment on peut construire ensemble l'après de ce Covid, où moi je suis totalement convaincu qu'il y a un pourcentage de gens plus important qui prennent conscience et qui ont pris conscience qu'il y a autre chose à vivre et qu'on doit vivre autre chose. Et cette autre chose, à nous de le construire, à nous d'avancer, à nous d'oser risquer l'utopie pour justement construire un après qui a du sens et qui a du sens au profit de la personne où l'individu est au centre de toute la dynamique qu'il puisse y avoir et non que ce soit l'économie qui soit le seul objectif de ce système capitaliste qui n'a qu'un seul objectif, l'objectif du boursicotage qui détruit la nature, qui détruit totalement la personne. Et ça, ce que nous ne voulons pas, nous Emmaüs, l'Escarpeau et le mouvement d'Emmaüs aussi, c'est de dire non, ça suffit, il faut que l'on construise un autre monde où l'homme est la priorité. Et quand on voit aujourd'hui que ce système néolibéral veut dominer la nature, on est dans l'erreur totale. On est pour moi dans l'erreur totale et je pense que je vous invite ce soir à bien échanger avec nos trois interlocuteurs et j'espère aussi que peut-être on aura l'occasion de faire d'autres rencontres de ce type-là, car je vois qu'on est nombreux, ça veut dire que oui, c'est intéressant, oui, le village Emmaüs l'Escarpeau doit vous proposer d'autres rencontres de ce type-là. Et je vous remercie, je vous souhaite surtout une excellente soirée et merci beaucoup à vous tous. Et merci. La recherche d'une alternative à ce système, tel que vient de nous le décrire Germain, est quelque chose d'important. Il y a des aspirations, on l'a vu, qui sont passées par des occupations de place, des occupations de ronds-points, par des colères parfois. Alors comment faire en sorte de travailler à ces ponts, à la création de ces dialogues, à ces convergences des luttes, un mot, un terme, une expression qui a parfois 40, 50 ans. Et pourtant, on se dit que, bon, il serait temps d'arriver à maturité et de réussir à la faire, cette convergence. Alors, je vous propose justement d'en débattre. Voilà, qu'est-ce qui fait que ces divergences existent? Sur quoi? Comment converger? Comment faire en sorte de créer cette écologie populaire et inclusive qui est peut-être le fondement ici de cette communauté, de ce village à Emmaüs l'Escarpeau? Et comment faire en sorte justement de dupliquer ces systèmes et de faire en sorte de créer des communs? Et pour ça, on a la chance ce soir d'être accompagné de Clémentine Autain, députée La France Insoumise, Ensemble de Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Éric Piolle, maire de Grenoble, Europe Écologie Les Verts. Vous avez été élu en 2014
et réélu en juin dernier avec 53% des voix. Bienvenue à vous. Enfin, Julien Bayou, vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Et depuis une alerte du Parisien à 18h15, vous êtes désormais candidat à la présidence de la région Île-de-France. Voilà. Merci. Merci à tous les trois d'être venus jusqu'ici. Merci aussi, et on vous le demande au nom de... Voilà, je vais me faire votre porte-parole. On n'est pas ici pour faire de la langue de bois. On n'est pas ici... on n'est pas ici pour être dans le grand discours. L'idée, c'est vraiment de poser, d'être carte sur table et de poser en fait des éléments concrets qui peuvent faire en sorte que, voilà, on crée un dialogue au-delà des mots. Peut-être pour commencer, Clémentine Autain, on est ici donc pour parler d'écologie. On l'a vu, ça nous a été rappelé parfois de manière assez violente. J'évoquais les gilets jaunes à l'instant, la difficulté en fait de faire en sorte que la question de l'écologie ne soit pas forcément rattachée à cette image parfois qu'elle a d'être un espace qui ne serait réservé qu'aux bobos, aux bourgeois bohèmes de centres urbains qui ont l'alternative en termes de mobilité, qui peuvent prendre le vélo, qui peuvent prendre le RER, qui peuvent prendre... Vous êtes élus de Seine-Saint-Denis. Pourquoi on est encore dans ces représentations? Comment se fait-il en fait que l'écologie ou les partis qui se targuent de porter ces questions-là aient échoué dans la capacité à créer une écologie populaire et inclusive? D'abord vous dire mon immense plaisir d'être là ce soir et d'avoir visité, parce que c'était une première pour moi, le village de l'Escarpeau. J'en avais entendu parler mais jamais vu, et c'est toujours différent quand on voit de ses yeux ce qui se passe ici. Et je pense que vraiment c'est un lieu d'expérimentation. Je m'étonne d'ailleurs qu'il n'y en ait pas beaucoup plus de ce type partout en France, parce que c'est un lieu d'expérimentation qui précisément donne des éléments de réponse concrètes par rapport aux questions qui nous sont posées ce soir, et notamment celle de l'écologie populaire. Il faut peut-être s'entendre sur les termes pour démarrer et pour justement sortir la langue de bois, parce que quand on entend écologie dans la question que tu ou que vous, je ne sais pas comment on dit, on peut se tutoyer, que tu as posée, on peut entendre l'écologie comme projet politique global, l'écologie politique, et c'est de ça aussi dont il faut qu'on débatte, c'est-à-dire quelle écologie exactement, ou simplement la question environnementale, c'est-à-dire la prise en considération et la contribution à la résorption des enjeux du défi climatique et de tout ce qui va avec. Et là, déjà, juste pour démarrer, qu'on ait bien les choses en tête, effectivement, tu l'as dit, je suis élue de territoires particulièrement populaire. Je suis dans le nord de la Seine-Saint-Denis, donc c'est même pas la première couronne, hein, c'est assez haut, donc c'est des territoires vraiment très très populaires. Et moi, je ne peux pas laisser dire, par exemple, que les enjeux environnementaux n'intéressent pas le monde populaire. C'est faux. C'est pas ce que je vois, c'est pas ce que je vis, c'est pas ce que j'entends. Le monde populaire est inquiet, d'abord parce que ce sont les premiers à subir les méfaits des pollutions diverses et variées, les enjeux alimentaires qui intéressent beaucoup et dont on me parle. Donc je ne crois pas du tout à ce monde populaire qui serait étranger à la question écologique. Donc ils le sont d'autant moins que, je rappelle, juste pour qu'on ait bien le décor, que les 10%, je crois que c'est les 10% les moins riches, émettent 40 fois moins de gaz à effet de serre que les plus riches, et qu'ils payent proportionnellement à leurs revenus 4 fois plus de taxes par rapport au carbone. Donc il faut juste avoir ça en tête pour se dire que le problème aujourd'hui, c'est d'abord la consommation des riches et des hyper riches. Donc d'une certaine manière, les plus pauvres, de fait, participent davantage à l'effort que nous devons faire que les autres. Et je dirais même plus, c'est que dans les quartiers populaires, des méthodes qui ont à voir avec la solidarité, le troc, d'autres modes de vie, des questions de sens, elles sont déjà là. Alors parfois, souvent, de manière forcée, parce que c'est face à la galère, à des situations sociales terribles, à la pauvreté, que s'inventent aussi des questionnements et des modes de vie qui participent de la réponse, en fait, à l'écologie. Je ne vois pas chez les hyper riches, en réalité, beaucoup de réponses qui sont en train de s'imaginer pour répondre à la question. Je vois moins. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, je ne dis pas qu'ils s'en foutent, mais en général, en fait, ça passe très très loin des enjeux macroéconomiques tels qu'on doit se les poser. Et enfin, par rapport à ça aussi, je veux dire que quand dans le monde populaire, et c'était le public des Gilets jaunes,
on a un diesel et pas une voiture à essence, ou qu'en effet, on ne mange pas bio, et on mange des aliments qui sont très contestables sur le plan de l'impact environnemental ou des enjeux de santé, c'est pas parce qu'on en a fait un choix objectivé, c'est parce qu'il y a eu une politique en France qui a favorisé le diesel et qui a fait qu'à un moment donné, c'était moins cher d'acheter du diesel et qu'encore aujourd'hui, quand vous mettez du diesel dans votre voiture, c'est moins cher que de mettre de l'essence. Donc, je veux dire, il y a une raison rationnelle qui renvoie à la rationalité politique. Même chose pour le bio. Je veux dire, s'ils ne mangent pas bio, c'est parce que quiconque a fait une fois ses courses dans un magasin bio, c'est bien qu'aujourd'hui, le prix du bio n'est pas le prix qu'on peut trouver sur des produits de première nécessité chez Lidl. Voilà, c'est clair. Donc, faisons attention à la façon dont on accroche le débat. Alors, moi, je dirais que ce qu'on a réussi, je me mets dedans, mais c'est beaucoup les combats aussi proprement écolos. Hein. Alors là, je parle politique, associative, des courants écolos, je me situe depuis pas mal les années 68 en réalité, qui ont fait un travail d'hégémonie culturelle qui commence à payer ses fruits et s'est connecté bien entendu aux alertes très fortes des scientifiques, notamment des intellectuels sur les dangers qui ne sont pas simplement pour demain, mais qui sont maintenant tout de suite, puisqu'on le voit. Je veux dire, la fonte des glaces, c'est pas un truc, c'est maintenant. Enfin bon, je 48 000 morts de la pollution chaque année. Voilà, les morts de la pollution. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste, mais le déjà là du désastre, chacun et chacune peut le voir. Donc ça a germé dans les têtes. Par contre, ce qu'on n'a pas réussi encore à faire, c'est un mouvement social et politique qui soit capable de donner une perspective à ce slogan qui pourtant maintenant est un slogan bien ancré dans les têtes, fin du monde, fin du mois, même combat. Et ça, pour moi, c'est la clé d'un projet politique qui est capable de tracer la voie d'une écologie populaire. Il n'y a pas, je le dis très tranquillement et en même temps très fermement, il n'y a pas de solution à la question écologiste si l'écologie ne devient pas populaire. Si ce n'est pas un enjeu populaire, si ce n'est pas approprié par les catégories populaires, nous n'aurons pas de majorité pour mettre en œuvre un programme, des projets, des solutions qui nous permettent de faire face à la crise climatique et aussi d'inventer un autre monde. Parce que pour moi, la question écologique ne se résout pas à répondre aux questions environnementales. Pour moi, l'écologie, c'est bien plus que ça. C'est quelque chose qui nous interroge sur le fait que le plus n'est pas forcément le mieux, sur le fait qu'il faut du sens au travail, à ce qu'on produit, au contenu du travail. Tous ces enjeux de sens, ils sont aussi posés dans l'écologie et c'est des questions qui se posent aujourd'hui dans le monde populaire quand on dit, regardez, vous savez, la droite souvent avec ces soi-disant assistés, ces fainéants qui sont au RSA et qui font rien de leur journée, discutez dans les quartiers, vous le faites sans doute comme moi. Et bien souvent, vous allez tomber sur une rationalité intellectuelle, sur parfois le pourquoi certains, en effet, se donnent pas tant de mal parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans le système tel qu'il leur est proposé pour faire un emploi qui ait du sens, etc. Bon. Et va avec les enjeux de partage du temps de travail, de partage des richesses. Et quand on conteste la logique productiviste, à mon sens, on arrive très très vite, et c'est l'intellectuel André Gortz qui l'a montré sans doute mieux que quiconque, qu'on arrive très vite à la logique du capital. Parce qu'en réalité, le capital, il a deux leviers pour s'accroître. C'est d'abord les salaires, faire la pression sur les salaires avec cette fameuse armée de réserve dont parlait Marx, vous savez, des chômeurs qui font peur à tout le monde et qui du coup vous obligent à rester dans un emploi même quand c'est l'enfer, même quand vous êtes mal payé. Ça, c'est la première manière d'accroître les revenus du capital, mais la deuxième, c'est de vous faire acheter tout et n'importe quoi et des objets de préférence tout à fait obsolètes. Et on en a un exemple, on en parlait tout à l'heure ici, c'est-à-dire que là, pendant le confinement, tout le monde a vidé ses caves, etc. Et est arrivé ici des tonnes et des tonnes d'objets dont on se demande même, et chacun l'a fait chez soi, quand on le fait et qu'on vide, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Comment moi-même j'ai pu amasser tant de trucs? Enfin, c'est délirant, c'est absolument délirant. Donc la remise en cause aussi de toutes les logiques de marketing, de consommation, de ce monde qui nous dit ne pense plus, dépense, parce que c'est ça qui nous dit ce monde, c'est ne pense plus, dépense, eh bien je pense que l'écologie politique l'attrape, mais que pour l'instant, on n'a pas trouvé la force, le langage, les formes qui permettent de rendre cette écologie véritablement populaire. Mais moi, je suis très optimiste parce que je trouve qu'il s'est passé des choses, y compris dans les Gilets jaunes, de connexion avec le mouvement climat, qui, à mon avis, sont extrêmement prometteurs, qui paraissaient tendus au démarrage
et qui progressivement, en fait, ont davantage convergé qu'on ne le croit. Donc je suis assez optimiste, à la condition que, voilà, qu'on ne fasse pas les cons, quoi. Excusez-moi de le dire comme ça pour le coup, mais il ne faut pas jouer aux cons, il faut y aller, il faut se rassembler, il faut inventer. Et je pense qu'il y a une très grande attente dans le monde populaire pour justement un projet qui soit refondu dans les termes, dans les formes, dans l'imaginaire, et qui permette de nous sortir de la nasse dans laquelle on est, et qui est une nasse profondément liée aux logiques productivistes et capitalistes. Merci beaucoup. Merci Clémentine Autain. On se souvient à quel point il avait été difficile pour les partis, y compris les partis de gauche, d'accompagner en fait le mouvement des Gilets jaunes. On se souvient tous, peut-être ici aussi, à quel point ils ont été stigmatisés sur les premières semaines, les factieux. Enfin voilà, on ne va pas revenir là-dessus, mais là aussi, il faut savoir être en capacité d'accompagner ces mouvements. Éric Piolle, maire de Grenoble donc depuis 2014. Cette convergence, cette écologie donc inclusive qui accompagnerait en fait à la fois les classes populaires, que ce soit des villes, de centres urbains, à la fois des lieux dits périphériques, même si ce terme est extrêmement stigmatisant, plus loin de zones périurbaines, des campagnes. Comment concrètement on peut la mettre en place selon vous? Peut-être revenir d'abord sur ce premier terme, parce que la sémantique est importante, de cette écologie inclusive. Moi, j'aime pas trop le terme d'inclusif, parce que quand on cherche à faire de l'inclusion, on considère qu'il y a déjà un périmètre là, et puis on dit tiens, vous qui n'êtes pas dans le machin, on va vous faire une place, et donc venez avec nous. Or, fondamentalement, nous sommes déjà tous, nous sommes une communauté collective, une communauté de vie à différentes échelles, celle du village Emmaüs ici, c'est des communautés de bassin de vie, une communauté française, européenne, mondiale, et donc il n'y a pas, pour moi, à aller inclure. Il y a des gens qui sont maltraités à l'intérieur de cette communauté, il y a des gens qui ne sont pas reconnus à l'intérieur de cette communauté, mais déjà si on utilise le terme d'inclusif, ça veut dire qu'on se considère nous dedans et puis qu'on dirait tiens, il faudrait que les autres en soient. Or les autres ils en sont, hein, c'est ce que disait Clémentine. Philippe Martinez le week-end dernier à Pantin disait que dans la secrétaire général de la CGT disait que dans la dernière rencontre qu'il avait eue dans une usine, quelqu'un a interpellé en disant bah, moi je suis un écolo involontaire parce que tout ce que disait Clémentine, hein, je ne mange pas beaucoup de viande, je ne vais pas partir en vacances, mon logement il est tout petit, ma mobilité, etc., etc. Et j'aimerais bien devenir un écolo volontaire. Voilà. Et donc en fait cette réalité elle est déjà là. Et ces solidarités est déjà là, et ce goût pour le présent et l'avenir, il est déjà là. Donc notre enjeu, c'est de déconstruire cette logique de consommation, de capital, de monde de la finance et de l'accumulation, qui nous pousse à dépenser, non pas penser, j'aime bien ce terme, qui nous pousse à accumuler, qui stigmatise et qui crée des fractures entre des projets collectifs communs. Le terme de bobo, c'est un terme qui a été inventé au début des années 2000 par des libéraux pour discréditer des classes moyennes supérieures ou des élites qui voudraient avoir un projet politique, ce qui est l'histoire de la gauche aussi. L'histoire de la gauche, c'est les mobilisations sociales, c'est les milieux populaires qui trouvent une alliance pragmatique et concrète et militante et d'action avec des élites, avec des gens qui sont au cœur du système et qui du coup transforment et bousculent le monde. Et en fait, ce que font ces ultra-riches, ils cherchent à entraîner dans leur monde toute une partie de gens, et à dire, vous, en fait, non, vous êtes totalement discrédité pour parler d'écologie, pour parler de milieu populaire, pour parler de vie quotidienne, pour parler de fin du mois, etc. Vous avez de l'argent, vous êtes avec nous. Voilà, hein, vous faites partie de ce monde-là. Et donc, déconstruisons déjà cela, refusons cela. Notre projet politique, pour moi, l'écologie politique, c'est la justice sociale, c'est la lutte contre le dérèglement climatique, c'est la participation et la reconnaissance de chaque membre de la communauté dans ses compétences et sa contribution. Hein, et c'est pour ça qu'à Grenoble, et j'arrive sur nos matières, nos façons de faire concrètes, notre façon d'aborder tous les sujets, c'est de se dire, à chaque fois qu'on crée une politique publique, dans quelle mesure elle garantit des sécurités du quotidien pour les membres de la communauté en matière de logement, de mobilité, de santé,
La santé, ça a été un axe fort de notre mandat. La pollution de l'air, mais parce que c'est ceux qui sont exposés sont ceux qui sont le plus en bordure de voies sur berge, de voies urbaines, qu'ils n'ont pas forcément les stratégies d'aller se promener en montagne, de partir en vacances, etc., qui finalement permettent de compenser la pollution. Donc la question de la santé, de la mobilité, du logement, de l'alimentation sont des sujets en fait qui fédèrent tout le monde et qui nous centrent sur notre vie quotidienne, donc qui ne font pas appel uniquement à notre cerveau, mais juste à nos vies quotidiennes et qui nourrissent ce désir de sens. Donc notre objectif, c'est de dire, à chaque fois qu'on fait une politique publique, comment ça garantit des sécurités aux membres de la communauté, comment ça chérit les biens communs et le vivant, et comment ça nourrit notre désir de sens, parce que ce qui nous fait bouger, toutes et tous, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de notre temps sur cette terre, et comment on mélange notre raison et nos passions, comment on est reconnu pour ce que l'on est et on a notre propre reconnaissance pour nous-mêmes, et donc derrière, on met en place des politiques publiques qui en découlent, c'est-à-dire, en l'occurrence, des tarifications dépendantes des revenus pour tous les services publics locaux, la mobilité, mais l'eau, des tarifications, ces tarifications, elles sont faites de façon automatique. C'est-à-dire que quand on vient demander une tarification sociale à Grenoble, on n'est plus obligé de venir à genoux, montrer ses papiers pour dire que oui, effectivement, je suis pauvre, s'il vous plaît, donnez-moi de l'aide. C'est fait automatiquement, on s'est connecté avec la CAF, les gens nous donnent accès, machin, ça se fait, personne n'a l'information. Et pour la tarification sociale de l'eau, c'est fait pareil avec la CAF, et ils reçoivent un chèque chez eux. Il n'y a personne qui a besoin d'aller se rouler par terre pour dire oui, effectivement, aidez-moi. Et je crois que vous avez remunicipalisé d'ailleurs l'eau à Grenoble. Alors l'eau, ça a été un des grands combats de l'histoire de Grenoble, d'abord parce que les Alpes sont le château d'eau de l'Europe, et donc au cœur du dérèglement climatique. Ça va 2 fois plus vite dans les Alpes qu'ailleurs, le dérèglement climatique, des pans de montagne tombent. Ensuite, parce qu'il y a cette histoire des biens communs qui fait que dès le 19e siècle, la ville de Grenoble avait acheté des terres pour protéger les captations nappes phréatiques. Ensuite, parce que ça a été au cœur du système libéral, puisque ça a été privatisé dans les années 80, avec une mécanique de corruption, comme extrêmement souvent partout. Je vais citer 2 minutes le pape, mais le pape dans son encyclique La Dette aussi, j'aime bien citer le pape, c'est un peu percutant, il écrit la privatisation de l'eau est une source de conflit sur Terre. C'est juste une phrase qui dit « La privatisation de l'eau est une source de conflit sur Terre ». Ça a été un vecteur de corruption dans les années 80. Ça a été ce qui a fait tomber Carignon, qui est toujours candidat des LR à Grenoble, il était encore là aux dernières municipales, qui a passé quelques années en tôle à cause de cette corruption. C'est effectivement les écolos qui l'ont fait plonger et qui ont mené un combat contre la social-démocratie libérale qui voulait continuer à en faire une société d'économie mixte et continuer à dealer avec la lyonnaise des eaux, jusqu'au tribunal pour permettre la municipalisation de l'eau en 99-2000. Et maintenant, on voit un peu partout, d'ailleurs, dans les contrats comme des années 80 commencent à arriver à échéance. Donc il y a un vrai enjeu autour de la municipalisation de l'eau, évidemment. Si on n'appelle pas cette écologie inclusive, est-ce qu'on doit l'appeler populaire? Comment vous l'appelleriez du coup, ces expérimentations que vous êtes en train de faire à Grenoble? J'hésite toujours parce que pour moi l'écologie politique c'est cette garantie de sécurité chez les biens communs machin. Donc même quand on dit il faut faire de l'écologie sociale, je dis c'est de l'écologie politique. Et l'écologie environnementale. Est-ce que quelqu'un va dire qu'il faut faire de l'écologie environnementale? Il y a un environnementalisme de droite. C'est-à-dire, il y a des gens qui se revendiquent écolos et qui sont de droite, qui cherchent juste à régler les problèmes de la planète, mais en gardant la structuration sociale telle qu'elle est. Ça existe. Donc ça, il faut... Make our planet great again, c'est ça? Voilà. Donc il y a tout ça. Il faut nommer ses adversaires. Dire qu'on ne pourra pas, en fait, ceux-là, ils se leurrent. Ils sont dans leur domination, leur logique de domination, mais c'est cette même domination qui est prédatrice de la planète et qui crée des inégalités sociales. Donc on ne pourra pas y arriver. Donc clairement, pour moi, c'est l'écologie politique. L'écologie populaire, ça me va bien, parce que populaire, c'est un terme que j'aime bien et qui, de mon point de vue, parle à tout le monde et n'est pas réservé aux gens qui n'auraient pas d'argent ou qui, etc. C'est un événement populaire, tout ça, ça me va bien, mais je préfère parler d'écologie politique tout court. En tout cas, assurément pas d'écologie inclusive, assurément pas d'écologie sociale, parce que ça là, c'est comme si, ces deux vecteurs ne vont pas, et puis après, surtout, il faut agir et la technologie passe après. Merci beaucoup. Julien Bayou. Julien Bayou, quand on est secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et qu'on a un chantier pareil devant soi,
Est-ce qu'on dort bien la nuit? Ouais, très très bien. Pas assez, mais on dort très très bien. Ouais. Bah, merci pour l'accueil. En fait, pour rien vous cacher, ça fait longtemps que Tayyab Cherfi m'a invité. Merci d'avoir insisté. On a réussi à organiser cet événement. Et bravo, parce que dans le contexte, ça n'a rien d'évident, mais c'est dans ce contexte de crise qu'on doit faire de la politique. C'est précisément dans ce contexte qu'on doit travailler ensemble et défricher l'avenir. Et alors l'autre confidence, c'est qu'avec Nora, on a découvert Nora Hamadi. Tu t'es même pas présentée. C'est pas grave. Alors, je vous présente Nora Hamadi, animatrice de ce soir, et journaliste, et hôtesse de l'air. Et c'est ça. Et on a découvert le lieu tout à l'heure, et c'est une immense claque en fait. Moi, le parcours de l'abbé Pierre est constitutif de mon engagement. C'est l'indignation et c'est la création. C'est pour aller vite résister et créer. Et là, c'est résister évidemment au consumérisme et créer cette utopie concrète et vraiment aller découvrir les ateliers, voir cette longue litanie de bagnoles qui attendent pour déposer du surplus, de la surconsommation, plutôt que d'aller le jeter à la déchetterie, et savoir qu'il y a du monde qui attend pour subvenir à des besoins légitimes à moindre frais via l'économie sociale, solidaire ou circulaire, et en sachant que ça produit des emplois et du sens, comme disait Eric. C'est vraiment c'est une grosse claque. Donc moi je suis très heureux d'être ici et vraiment je savais que voilà, je savais que Emmaüs l'Escarpeau c'était particulier, mais là c'est très impressionnant. Bon. Sur l'écologie, moi j'ai la même réticence avec mettre des adjectifs à la fin des mots. Parce que si je vous dis la justice elle doit être sociale, vous allez me dire la justice c'est la justice. La justice environnementale, vous allez me dire la justice, c'est la justice. Et l'écologie, c'est un peu pareil. L'écologie sociale, populaire, ça veut dire finalement qu'il manque une dimension. Donc, pour nous, les écologistes, je ne vais pas... mais en gros résumé, à gros traits, ça repose sur la défense de l'environnement, la lutte contre le dérèglement climatique, la justice sociale, et la démocratie, la place de chacune et chacun dans la société. 3 piliers, environnement, justice sociale, démocratie. Si je vous parle d'un grand scandale sanitaire comme le chlordécone, alors c'est assez loin de nous, c'est aux Antilles, un pesticide qui a été utilisé pendant longtemps après qu'on savait que c'était toxique, ça bousille les sols pendant 700 ans. C'est un problème environnemental. Il se trouve que les Antillais et les Antillaises, sans même parler des agriculteurs, ont un problème de 2,5 fois de prévalence de cancer de la prostate en plus. Un problème social. Le fait d'avoir maintenu ce pesticide alors qu'on savait que c'était dangereux, toxique, c'est un problème démocratique. Bref, c'est un problème écolo. Le fait que dans les quartiers populaires, c'est précisément comme l'a dit Clémentine Autain, c'est là qu'on met les installations. C'est à Ivry, par exemple, alors c'est autour de Paris. Vous avez Paris, et où est-ce qu'on brûle les déchets de Paris? Eh bien, à Ivry, dans une commune, quartier populaire, à côté. Au point que les habitants et les habitantes ne savent pas précisément quelles particules fines ça rejette. Problème social? Problème environnemental? Problème démocratique? Mais, et là je fais une insiste parce que je suis habitante d'Ivry, on nous vend cet incinérateur en disant mais vous avez du chauffage urbain à que dalle. Ouais. Voilà. Mais quand est-ce que vous avez choisi de le reconstruire? Jamais. Ce projet à 2 milliards d'euros. Et comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que justement brûler tous ces déchets? Entre les villes-centres, le cœur des villes-centres, et leur périphérie, comme on disait, on peut perdre jusqu'à 6 ans d'espérance de vie. Parce que question d'accès aux soins, parce que question de pollution, effectivement, les premières victimes de la pollution sont en général les quartiers populaires. Question environnementale, question sociale, question démocratique. En vrai, tout cela, de plus en plus, c'est lié. Je pourrais développer à l'infini, littéralement, ces questions. Ça a été, je trouve, parfaitement illustré par un bouquin que je vous recommande, qui s'appelle « Nous demandons justice », ensemble nous demandons justice, de Priscilla Ludowski, figure des Gilets jaunes, et de Marie Toussaint, députée européenne, qui avait lancé l'affaire du siècle. Et qui vraiment, je vous invite dans ces 15 pages, enfin 15 chapitres, sur à quel point les inégalités environnementales et sociales sont inextricablement liées et malheureusement se renforcent les unes les autres. Voilà. Le diesel, effectivement, qui est bloqué avec sa bagnole, ceux qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Qui est coincé dans des appartements mal isolés,
Pendant la canicule, en souffrent parce qu'il n'y a pas bien sûr de climatisation ou de manière de respirer, et qui l'hiver galèrent pour se chauffer, les plus vulnérables, évidemment. Les autres ont le choix. Ça dégage des particules fines, c'est mauvais pour la santé, et ça génère du CO2. Question environnementale, question sociale, évidemment. Donc, c'est clairement et de plus en plus manifeste, inextricablement lié. Que nous, on n'est pas, jusqu'ici, parfaitement réussi, c'est clair, à le démontrer. On en prend toute notre part. Ça, c'est évident. Maintenant, monte dans la société, tu l'as dit aussi Clémentine, tu l'as dit aussi Eric, une profonde prise de conscience sur le besoin de faire autrement. Et le confinement, quelque part, la crise sanitaire qui procède d'une crise écolo, hein, au début de la crise sanitaire, il y a la prédation à l'égard du vivant, le fait qu'on aille détruire des habitats sauvages, le fait qu'on fasse se rencontrer des espèces à proximité de l'homme dans des conditions déplorables, dans des conditions sociales déplorables. Ça génère ces zoonoses, ces coronavirus, que la circulation du virus est accélérée par la mondialisation, la recherche du profit. Le précédent zoonose, le coronavirus H1N1, il avait mis 2 ans pour sortir de Chine, il y a 15 ans. Là, ça s'est fait en 1 mois et demi. Donc on a la prédation à l'égard du vivant, en gros le productivisme, la propagation accélérée par la mondialisation, et qui en souffrent le plus, eh bien, celles et ceux qui ont des copathologies, du diabète, les maladies environnementales, les plus vulnérables tout simplement, les plus âgés, et ainsi de suite. Crise très très politique, crise écologique, crise sanitaire, demain crise économique, crise sociale. Et ce confinement, il nous a fait aussi prendre conscience de, en fait, si c'est pour que tout reparte comme avant, on a raté une crise. C'est Bruno Latour qui dit. Si demain, l'enjeu, c'est un strict plan de relance, c'est-à-dire qu'on revienne exactement comme avant, on aura tout raté. L'enjeu, c'est bien un plan de transformation de l'écologie et d'aller interroger les finalités de l'écologie. Et donc là, moi, je voulais insister sur le fait que mettre un adjectif à la fin de justice ou d'écologie, ça nous faisait rater l'essentiel. Il y a un objectif d'écologie, de protection de l'humanité, et d'abord en premier lieu des plus vulnérables vis-à-vis du dérèglement climatique, parce qu'ils en sont les premières victimes, et un enjeu de justice. Et pour terminer, dans cette période où tout va s'accélérant, moi j'identifie 4 révoltes dans le pays. On a cité les Gilets jaunes, il y a bien sûr les mobilisations climat, il y a la révolte, la demande de justice féministe, et de lutte contre les discriminations qu'on peut résumer sous le vocable Black Lives Matter. C'est une même demande de justice. Et jusqu'ici, pendant 30 ou 40 ans, les gouvernements n'y répondaient pas. Et en fait, il nous revient la responsabilité, au-delà de nos frontières partisanes, de travailler à ce projet. Mais ce n'est pas que les partis qui vont le faire. C'est aussi à base d'utopies concrètes comme ici, comme ailleurs, avec plus jamais ça, les pactes de pouvoir de vivre. Et en vrai, il n'y a rien de plus enthousiasmant pour les années qui viennent. Comment, concrètement, on peut mettre en place quelque chose pour que cette écologie qu'on appelle potentiellement tous de nos voeux, parce qu'on est quand même on a tous subi donc ce confinement, on a tous, pour beaucoup, on subit aussi donc les effets de la pollution atmosphérique, la chaleur, la canicule, les feux. Je lisais encore ce matin qu'on attendait des feux dans les Vosges. Enfin voilà, on sent à quel point aujourd'hui cette réalité elle est concrète. Comment on fait pour que dans un espace, dans un territoire comme ici, on ait des alternatives et qu'on puisse en fait créer quelque chose qui soit de l'ordre de l'écologie non pas subie, mais choisie. Éric Piolle peut-être. Je pense qu'il y a différentes choses. Il y a d'un côté effectivement des solutions concrètes de transport en commun. Nous on se bat à Grenoble pour les trains du quotidien, là où il y a un projet à 30 milliards d'euros pour faire une nouvelle liaison TGV entre Lyon et Turin. Donc on dit vous allez claquer 30 milliards d'euros, c'est un des 6 plus gros projets d'Europe, alors que ce dont nous avons besoin, c'est pas de gratter une demi-heure pour aller à Turin. Les trains, ils mettent déjà plus d'1 heure de plus que ce qu'ils mettaient dans les années 80, tellement on n'a pas entretenu le réseau. Nos besoins, c'est des trains du quotidien et du RER du quotidien. Donc, transport en commun. Nous aussi, on a des bus, des trams, etc. On développe 3 nouvelles lignes de tram. On développe des axes à vélo. Donc tout ça, évidemment, c'est fondamental. L'autopartage, moi, j'ai plus de voiture depuis 5 ans, donc maintenant, je fais partie d'une coopérative d'autopartage, et donc je partage une voiture, j'en prends une quand j'en ai besoin, y compris pendant les vacances. Donc il y a tout cela. Il y a des voies, comment on se fait pour être pas tout seul dans son SUV.
Notre ratio de combien on transporte de kilos d'humains sur combien on transporte de kilos total, il s'est dégradé. Bah oui, il y a 40% de SUV les ventes l'année dernière en France. À l'échelle mondiale, on est passé, on dit qu'on veut moins de voitures. Message entendu, tout le monde, ok, pas de problème. En 2011, on vendait 70 millions de voitures. L'année dernière, on a franchi les 100 millions. On est passé de 70 à 100 millions en même pas 10 ans. Et sur ces 100 millions, 25 millions de SUV. Et en France, 40% de SUV. Donc maintenant, on met 70 SUV kilos. étant quoi, deux fois en termes de 4x4. poids celui de... Bah, c'est un machin qui fait 1,5 tonne, quoi. Ouais. Donc on met 70 kilos de barbac dans 1,5 tonne, à la queue leu. Voilà. Et c'est ça qui se passe. Sur l'axe qui vient de Lyon vers Grenoble, c'est 100 000 personnes qui arrivent tous les jours. On a compté, c'est 1,04 passagers par voiture. Donc le ratio, il est pourri. On peut faire tout ce qu'on veut, il est pourri. Voilà. Donc nous, on va avoir là, en septembre, la première voie en France de covoiturage sur autoroute. Un truc qu'on a négocié avec le ministère des Transports. Voilà. Donc les autres, ils sont dans un bouchon. Et on ne va pas leur écrire, vous êtes dans un bouchon, on dit, vous êtes le bouchon. Ouais. Voilà. Et après, la deuxième dimension qui est fondamentale quand même, et qui m'a frappé, parce que je suis venu ici l'année dernière pour faire 2-3 interventions, c'est qu'il y a une dimension culturelle, d'imaginaire collectif. Et là, mon expérience, moi, grenobloise, où la pratique du vélo a explosé, où on s'est fait déborder depuis 2014, hein, on est devenu la première ville cyclable en France l'année dernière. Les nombres de vélos en location a triplé dans l'espace du mandat. Les gens gueulent parce qu'il n'y a pas assez d'arceaux, gueulent parce qu'il n'y a pas assez d'autoroutes à vélo. Donc on se dit, bah, tiens, c'est bien, on a été dépassé par la vague. Mais il y a une dimension qui est culturelle là-dedans. C'est-à-dire que moi, avec mes 4 enfants, j'imaginais jamais pouvoir lâcher ma voiture. Parce que j'allais vous expliquer que j'allais amener machin, nanana, faire des courses, aller au boulot. Voilà. Et en vrai, ça marche très bien sans voiture. Et sur les vélos ici, je peux vous garantir que ici les gens, ils n'ont pas la culture. Enfin, en tout cas, Oui, mais ça, je suis c'est venu, intéressant on ce est que parti vous du êtes en train de centre-ville où dire. habite ma mère Ouais. pour descendre au gare espagnol. Pas un vélo, et nous, même, ils sont passés me prendre. Il y a deux bornes et demie en voiture. Et le lendemain, j'avais une autre conférence à la fac. Pareil, j'ai mis 25 minutes à pied. Et en fait, tout le monde venait en voiture. Donc ici, il faut se rappeler quand même, et c'est pas très différent ici, c'est que quand on habite dans la banlieue de Tarbes et qu'on doit faire 20 bornes, ok. Quand on doit faire aujourd'hui à Grenoble, quand vous faites 10-15 km pour aller au boulot, en fait, il y en a plein qui y vont en vélo. Et en fait, il faut se rappeler quand même que 70% de nos déplacements font moins de 3 km. Donc ça veut dire que l'alternative première, c'est la marche à pied. Donc on élargit les trottoirs, nous, et on met des arbres, parce que les deux facteurs de marche à pied, c'est la largeur des trottoirs et la végétalisation. Et puis le deuxième truc, c'est effectivement le vélo. Le vélo, c'est populaire. On fait des stages de remise en selle. On parle d'écologie populaire. On fait des stages de remise en selle. Ces stages de remise en selle, ils ont 2 caractéristiques. Ils sont majoritairement féminins et ils sont majoritairement avec en fait des personnes issues de quartiers populaires. Parce que ça coûte pas cher. Le vélo, c'est un élément de libération fort. Et dans l'imaginaire collectif, moi j'ai plein de chefs d'entreprise, j'étais cadre dirigeant avant dans l'industrie, donc j'ai des réseaux là-dedans. Les mecs, ils m'ont dit, tiens, bah, finalement, en te voyant en vélo, en disant que le maire, il n'est pas dans une voiture avec chauffeur, on se dit, tiens, nous aussi, on pourrait faire du vélo. Finalement, il faut changer qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui est ringard. Qu'est-ce qui fait que vous prenez un mode de déplacement ou pas, vous trouvez que c'est cool ou ringard. Quand on arrivera à dire qu'être tout seul dans son SUV, à écouter la radio tranquille, sans son conjoint, sans ses enfants, sans son chef, c'est cool, mais que ça deviendra ringard, et ben à ce moment-là, les gens ils basculent en disant, tiens, ben en fait, moi je fais du vélo, c'est sympa, je regarde. Mais il y a quand même une dimension, en fait, pardon pour le terme, mais il va falloir nous dématrixer. Il va falloir complètement changer de culture. Quand vous nous dites que vous avez réussi à passer d'une voiture avec vos 4 enfants à vous dire que vous pouviez déplacer toute votre famille sur un vélo, il y a là pour le coup... c'est sûr. Et puis au début, je ne pouvais pas imaginer que je faisais du vélo sous la pluie. Et puis en fait, je suis étanche, j'ai jamais pris l'eau à l'intérieur. Et tout ça, et puis maintenant sous la neige. Et puis en fait, il y en a plein des personnes âgées. On nous disait, mais ça va pas parce que nanana. Ouais. Et en fait, maintenant, il y a des septuagénaires, des octogénaires qui font du vélo. Et en fait, c'est cool. Et puis c'est bon pour leur santé. Alors moi, j'ai fait le chemin inverse d'Éric, parce que moi, je n'avais pas mon permis de conduire. J'ai grandi à Paris. Et en fait, c'est quand, en ayant mes enfants, je me suis installée en Seine-Saint-Denis pour y vivre, que j'ai dû passer mon permis de conduire et que je me suis mise à conduire. Assez tardivement, voilà. Et que je rêve que d'une chose, c'est de ne pas être dans ma voiture, mais qu'en réalité, il y a En fait, le problème qu'on a sur une grande agglomération comme ça, c'est qu'il y a une partie des trajets dans la journée
parce que je circule entre différents endroits. Donc il y a des parties où c'est infiniment plus rapide de le faire en voiture. Mais quand je dis infiniment, c'est de 15 minutes contre 3/4 d'heure, 1 heure, voire 1h30 s'il y a des bouchons. Donc ça peut faire des différences. Là, c'est dans un sens ou dans l'autre. Mais que quand on fait l'ensemble du circuit, souvent, en tout cas pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, je suis obligée de me trimballer ma bagnole sur un des bouts de trajet. Enfin, bref, c'est insupportable. En fait, c'est absolument insupportable. Et je ne rêve que d'une chose, c'est d'abandonner ma voiture. Et qu'un deuxième enjeu, en dehors des pistes cyclables, si on veut faire abandonner la voiture, c'est qu'il faut repenser la façon dont sont organisés les territoires. C'est-à-dire, si on continue à courir vers des super métropoles, mégalopoles, avec des centres urbains hyper densifiés, et la périphérie, il n'y a pas d'emploi. Si on fait comme en Ile-de-France, on a à la Défense tous les bureaux, et chez moi, à côté de Clichy, moi je suis à Sevran, il n'y a plus d'emploi, parce que les entreprises se sont barrées et que les gens qui travaillent chez nous, bon, il y a un peu Roissy, mais sinon beaucoup prennent le RER B qui est saturé pour aller à Paris. Et là aussi, en termes de folie, comme Lyon-Turin, à plus petite échelle, nous, ce qu'ils ont décidé de nous faire en priorité, c'est un train direct qui va de Paris à Charles de Gaulle Étoile, pour doubler en fait, pour aller à l'aéroport, qui ne s'arrête à aucune gare et qui va coûter 24 € de billet, et qui est juste fait pour que tous les, je sais pas quoi, les élites de la mondialisation qui circulent puissent être tranquilles et ne pas être dans ce malheureux RER B. Sauf que ça coûte des milliards et que nous, pendant ce temps-là, on continue à avoir des problèmes sur le RER B qui est en permanence en panne, qui attend des travaux depuis très longtemps, et nous aussi, on utilise tout à fait cette expression qui est investir dans les transports du quotidien d'abord, et que les citoyennes et les citoyens se sont d'ailleurs qui ont attrapé le sujet, c'est extrêmement intéressant, ils ont travaillé, on a fait un collectif, et ils ont réussi à montrer qu'on pouvait tout à fait améliorer la circulation pour aller à l'aéroport avec des systèmes, enfin c'est très concret là, pour le coup sur notre territoire, mais en fait avec des systèmes qui permettent de ne pas faire cette grande ligne extrêmement chère et d'améliorer du même coup des transports qui sont utiles aux gens qui circulent. Mais je tiens à cette idée, c'est que si on ne repense pas la ville, le droit à la ville. Quand je dis le droit à la ville, c'est le droit à la ville pour tout le monde, même pour ceux qui habitent à la campagne de façon très excentrée. Parce que la ville, c'est quoi? La ville, c'est l'endroit où on peut faire ses courses, où on peut aller à l'hôpital, où on a un bureau de poste, où on a... Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait les services, où on peut prendre un café, avoir des lieux de sociabilité, on peut aller au cinéma, au C'est théâtre, inventer etc. des nouvelles centralités, en fait. Sortir de l'idée qu'on a un centre et des périphéries. Il n'y a pas de réponse écologique sérieuse si on ne casse pas cette logique des grandes métropoles et si on n'a pas un développement territorial polycentrique. Et dans polycentrique, et ça suppose, alors évidemment, en termes de changement d'imaginaire, parce que là aussi c'est dans les têtes, et je vais donner un autre exemple que ce que donnait Eric, mais pour être dans... Il se trouve que je viens de terminer un livre sur les hypermarchés, donc j'ai la tête beaucoup dans les hypermarchés, et typiquement, c'est un peu comme ton exemple avec la bagnole, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est ringard, quoi, mais il y a eu une mode, on faisait des hypermarchés. Et alors là, pour la bagnole, le tout bagnole, il vient beaucoup de l'hypermarché, parce que l'hypermarché, il est né de l'idée géniale qu'on allait faire ça en périphérie, parce que le terrain coûtait moins cher, tout le monde viendra avec sa bagnole, du coup on la remplit, enfin, bon, tout est gros, vous fait acheter, vous connaissez l'hypermarché, hein, je vous raconte pas tout dans l'hypermarché, mais je pense que c'est vraiment un lieu qui symbolise absolument le délire du monde contemporain tout point de vue. Je crois en plus je crois savoir qu'il y a un centre commercial en dehors de la ville là qui attire tout le monde et qui a du coup un peu vidé le centre de Pau, non? Bah, c'est toujours comme ça, hein. Ouais, voilà. La désertification. Mais c'est quoi la désertification La désertification, elle vient de là, des centres-villes et des centres-villes de villes moyennes partout en France. Quiconque se balade un tout petit peu en France est effondré. Absolument effondré. On est face à un vrai problème. Et que l'hypermarché a voulu être la ville en tant que telle. Vous vous rendez compte que maintenant, dans les centres commerciaux, il y a les hypermarchés, les centres commerciaux tout autour, on y trouve absolument tout. Évidemment des cinémas, des restaurants, la poste, et même chez moi, le Carrefour Baudot qui devient le lieu absolu de la sociabilité. Le mec de Carrefour, c'est ce qu'il a fait, mais asseyez-vous bien, hein. Il a prêté un local pour l'accueil des femmes victimes de violences conjugales. Non mais là, c'est malin le type. Et le type n'a pas voulu qu'on mette Carrefour devant, il l'a donné, donc évidemment tout le monde le sait. Ça lui fait de la pub, mais comme ça, par ailleurs, il dit, bah, les femmes qui vont, hop, elles passent devant le Carrefour. Des fois que...
Donc, non, mais j'en ris, mais c'est bon, c'est assez effroyable. Hein. Il y a une espèce d'idée. Bon. Et ça, l'hypermarché, les politiques publiques ont accompagné l'essor des hypermarchés. Avec la grande distribution, tout ce qu'a cassé le commerce de proximité, avec le traitement des caissières. Enfin, on pourrait en parler. D'ailleurs, j'en ai fait un livre, donc il y a beaucoup de choses à dire sur les hypermarchés. Mais ce que je veux vous dire, ouais, il y a de quoi en faire un livre. Mais je pense que c'est un modèle mental. Et je termine juste là-dessus. Je donne un exemple. Le triangle de Gonesse, alors on est encore en Ile-de-France, pardonnez-nous, mais c'est une bataille dont vous avez peut-être entendu parler parce que... Hein, l'équivalent de Val Tolosa, le futur Notre-Dame-des-Landes, enfin bref, on peut l'appeler comme on veut. Mais en tout cas, c'est une zone sur laquelle vous avez des friches très grandes. Et parce qu'après l'hypermarché, continuent dans leur tête, les grandes se mondent, Monsieur Muliez, il s'est dit, on va faire un encore plus gros, c'est-à-dire un méga... Muliez, Monsieur Auchan. Monsieur Muliez, le patron d'Auchan, de la famille Muliez. Hein. Donc ils ont voulu faire un méga hypermarché, c'est-à-dire un hypercentre commercial sur un nombre d'hectares incalculable dans lequel on allait faire un centre commercial, donc des boutiques, des commerces, des hôtels, etc. et mettre complètement à sac les terres qui sont pourtant des terres fertiles en Ile-de-France, qui est extrêmement précieux. Et il y a quelqu'un qui est allé voir les jeunes en Seine-Saint-Denis pour leur demander ce qu'ils pensaient de ce projet. Il est allé dans une classe, dans plusieurs classes, et puis ensuite il a fait un reportage. Et évidemment, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vous ont dit au début quand on vous raconte ça? Le type, Muliez, la famille Muliez, voulait y compris faire des pistes de ski. Bon, on les a fait reculer quand même sur les pistes de ski assez vite, mais c'est vous dire le niveau de délire, hein, des pistes de ski en Ile-de-France. Et les jeunes, quand on leur racontait ça, ils trouvaient ça super. Parce que là aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait le samedi dans les banlieues comme les nôtres, les jeunes pour se retrouver, les moins jeunes? Eh bien, on va à l'hypermarché. Et que finalement, ni les élus, ni la population, ni les jeunes n'ont d'autre idée de ce qu'on pourrait faire d'autre que de faire des centres commerciaux et des hypermarchés. Et là, il y a un travail incroyable qui a été fait, mais là aussi d'initiative citoyenne, qui a permis d'imaginer un autre projet qui s'appelle le projet Karma. Et le projet Karma, c'est d'imaginer qu'on prend toutes ces terres et qu'on fait de l'économie circulaire, complètement. C'est-à-dire qu'on prend les terres, on cultive, pour une part, on fait du maraîchage sur les terres, on crée des zones de recyclage, on fait des recycleries, enfin je ne vais pas vous apprendre tout ce qu'on fait ici, un genre comme ça, on fait de la restauration, on fait un grand espace éducatif au métier de l'environnement. Ce que je veux dire, c'est qu'il est possible de sortir nos imaginaires de cette folie consumériste et de se dire qu'on va faire des projets qui sont utiles aux gens qui habitent et qui préservent l'environnement. Mais pour ce faire, c'était ça que je voulais dire, c'est que il faut d'abord se déprendre de nos propres mécanismes de vie parce on vit ici et maintenant et qu'on est bouffé par cette logique consumériste et par ces habitudes-là. Et pour en sortir, ça suppose en effet un effort considérable et qu'il y ait une mobilisation citoyenne qui permette de percuter l'ensemble des élus et de repenser du sol au plafond nos projets et le pourquoi, le sens de ce qu'on fait à chaque fois qu'on bâtit quelque chose. Et que pour moi, ce n'est pas petit ou grand projet. Parce qu'il y a des petits projets inutiles, des grands projets inutiles, et on peut aussi avoir des grands projets utiles. C'est possible et c'est ça qu'il faut rechercher. On voit quand même, Julien Bayou, que depuis quelques années, il y a quand même une pression de la société. On sent qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Vous évoquiez à l'instant là, les ZAD, enfin... Il y a quand même quelque chose, il y a un changement de paradigme qui s'est opéré. On a vu une grève de l'école et des manifestations climat de la part de collégiens, Greta Thunberg en tête, en Belgique, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en France, dans toute l'Europe. On voit que ce soit ici, en campagne, en périphérie, en quartier populaire, prenons tous les territoires possibles, il y a en fait des inventions, il y a des gens qui ont des idées, qui les mettent en œuvre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, au vu on a quand même le sentiment que cette dimension en fait de nécessité écologique, elle est devenue un peu majoritaire dans la population, quelle qu'elle soit, qu'on soit à droite, au centre, à gauche ou à l'extrême gauche. Aujourd'hui, on ne peut plus, en France ou du moins en Europe, passer à côté de ces thématiques. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, à un moment, il manque toujours le dernier petit bout qui fera qu'on arrivera à changer de paradigme complètement. On a quand même le sentiment qu'il manque encore quelque chose. Qu'est-ce qui manque? J'aimerais bien que vous me disiez. Moi, je voulais quand même répondre sur la question transport, parce que ce serait dommage de ne pas dire à quel point je suis en désaccord avec Clémentine Autain et Éric Piolle.
pour inventer du débat. Non, évidemment le vélo et évidemment les centres commerciaux, et en fait dire à quel point l'aménagement du territoire est politique. C'est-à-dire que on est dans un pays jacobin, tout pour Paris, tout pour les grandes villes centres. Même quand on fait des trains, c'est pour les rallier plus vite entre elles, et donc au point qu'on supprime ce qu'on appelle les petites lignes. Du coup, après, on vous met des cars, et après, il n'y a plus de cars, et bien après, vous êtes dépendant de la voiture. Et les centres commerciaux, c'est pareil, effectivement. C'est de l'artificialisation des sols, et vous êtes dépendant de la voiture pour aller faire vos courses. Entre-temps, les centres commerciaux sont des vrais prédateurs pour le petit commerce. On estime que pour un emploi précaire dans les centres commerciaux, il y en a un peu plus d'un qui disparaît dans les centres-villes, et c'est ainsi que les centres-villes meurent, et que du coup, il faut aller plus loin pour trouver des emplois, et toujours faire plus de kilomètres pour être toujours dépendant de la voiture. Moyenne française de vacances des beaux commerciaux en centre-ville, c'est 34%. Voilà. Et alors, c'est encore pire avec Amazon, où pour le coup, là, il y a aussi un sujet environnemental, puisque c'est des entrepôts à perte de vue sur des terres naturelles. Les questions sociales, je ne vous en parle même pas, c'est à peine si... non, ils doivent demander, les employés doivent demander la permission pour aller aux toilettes, littéralement, et question démocratique, puisqu'ils ne payent pas leurs impôts. Et donc, il y a cet aspect profond, de l'aménagement du territoire et politique, et prendre le contre-pied de tout ce qui n'a pas fonctionné depuis 40 ans, serait une bonne base déjà. Sur la question des transports, il y a l'exemple de Dunkerque qui a mis en place les transports gratuits. Mais c'est passé d'abord par une phase de renforcement du réseau. 30% de bus en plus. Il y avait un doute des chauffeurs de bus sur le fait que les gens allaient considérer que puisque c'est gratuit, il n'y avait pas de respect. Et en fait, c'est le contraire qui se fait, parce que quand on paye, on attend un service, alors que quand c'est gratuit, eh bien, il y a un profond respect qui s'est installé, et il y a plus de gens dans les bus. Oui. C'est un service public. Et donc il y a plus de respect. Et ce qui est intéressant, et là c'est là que je veux en venir, c'est qu'il y a des ménages qui se séparent de leur deuxième voiture. Je ne parle pas de forcément plus de voitures, mais quand vous en avez deux, une Clio, bon normalement c'est 6 à 8 000 euros par an. Et donc quand vous vous en séparez d'une, eh ben, ça fait un demi-SMIC par mois. Voilà. En économie, et bien sûr c'est environnemental, c'est social. Mais la question de l'offre de transport est absolument cruciale. Le contre-exemple absolu, c'est Niort, où c'est aussi gratuit, mais ils n'ont pas fait l'amélioration du réseau. Et du coup, les premiers bus partent quand personne n'en veut, mais à la gare, là où il y a des gens qui arrivent pour bosser, il n'y a pas les bus au bon moment. C'est fait en fait depuis l'hôtel de ville sans aucune concertation. Les bus font un trajet pas possible, ce qui fait que en fait, vous êtes mieux toujours en bagnole. Et donc, c'est pour dire à quel point c'est politique. C'est-à-dire que c'est une question environnementale, se passer de la voiture, question de pouvoir d'achat, question sociale, parce que pollution et les premières victimes sont les quartiers populaires, et démocratique, parce que quand on établit les horaires de passage, le cadencement et autres, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais ça produit une meilleure politique publique. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect les transports, se libérer de la dépendance à la voiture, c'est pas qu'un geste personnel, forcément, c'est une question profondément politique. Alors maintenant, qu'est-ce qui manque pour passer à l'échelle? Il faut convaincre. Je pense qu'il y a beaucoup d'écologistes qui se sont pris des mur après mur, à alerter sur la question du dérèglement climatique, sur la dangerosité du chlordécone. Je parlais du chlordécone, le pesticide aux Antilles. L'avocat qui s'est le plus battu contre le chlordécone, Harry Durimel, aujourd'hui il est maire de Pointe-à-Pitre. C'est un long combat où il a pris beaucoup plus de murs que de réussite. Et aujourd'hui, évidemment, je lui souhaite un mandat exceptionnel pour Pointe-à-Pitre. Il y a un travail incroyable à faire. Donc il y a une dimension où les écologistes parlaient dans le désert. Quand je dis des écologistes, je parle de tous les écologistes, pas que ceux qui sont engagés en politique. Les militants contre EuropaCity, c'est une décennie à passer pour des idiots, à dire qu'on peut faire autrement qu'un centre commercial et que ça créera plus d'emplois. Et donc il y a cette dimension profondément politique de porter une idée qui nous dépasse et à laquelle on croit parce qu'elle est juste. Et puis il y a la rencontre avec la société. Et moi, tu parlais des militants et des militants pour le climat, de Greta Thunberg, là, qui aujourd'hui retourne à l'école après avoir foutu le feu à la planète entière. C'est une inspiration phénoménale. Ces écolos, ces vieux et vieilles dont je parlais, avec respect évidemment, parler pour les générations futures, bien, elles sont là, elles se mobilisent, et nous, on doit leur faire toute leur place. Je pense que la clé, elle est dans la jonction entre ces différentes aspirations à la justice. Encore une fois, la rencontre Gilets jaunes et mobilisation climat, révolte féministe,
lutte contre les discriminations, et trouver un projet qui, en fait, s'adresse au plus grand nombre, qui monte des territoires profondément girondins. C'est pas à Paris que tout se décide, et c'est certainement pas celles et ceux qui nous ont menés dans le mur qui ont les solutions pour inventer l'avenir. Dans cette convergence que on appellerait potentiellement tous de nos voeux, il y a la dimension en fait des groupes militants, mais il y a aussi la dimension des appareils politiques. Bon, bah oui, hein, on sait. Bah, Éric Piolle, vous qui avez réussi à faire converger, par exemple à Grenoble, si je ne m'abuse, LFI, le PC, Génération, j'en ai oublié, non, je crois que c'est tout. Et puis à la moitié du PS, il y a La moitié du PS, le Génération Parti Écologie. Animaliste, Ouais. Place Publique, Et ELV, bien sûr, la France ELV, Insoumise, évidemment. etc. Voilà. Donc, est-ce que, je ne sais pas, peut-être que vous avez une potion magique qui pourrait éventuellement être utilisée, voilà, d'un point de vue girondin, de passer de Grenoble à, paf, un point de vue national, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez peut-être filer des tuyaux à Julien ? Ça part d'une conviction, ce qu'on a fait à Grenoble. La première conviction, c'est que cette colonne vertébrale d'une écologie populaire, elle est une réponse aux attentes d'une majorité culturelle. Donc ça, c'est ma conviction intime, parce que je regarde la question du sens et que je me dis que ça ne peut pas être un projet de vie. Moi, je me suis engagé en politique parce que j'en avais marre de trois choses. D'abord parce que il y a eu une opportunité, c'était pas un projet de vie, donc il se trouve que ça s'est trouvé sur mon chemin et que j'ai dit oui, mais j'ai dit oui parce que je me disais, mes critiques vis-à-vis du monde politique, c'était de dire finalement, c'est la croissance du PIB comme seul horizon pour sortir de la crise. Et moi, je suis un enfant de la crise, je suis né en 73, donc je n'ai connu que ça, donc c'est plus trop une crise, hein, ça commence à être un âge raisonnable, malgré ma jeunesse. Deuxième chose, que les élus, finalement, les inégalités, ils en ont peu rien à faire, les inégalités sociales, ça leur va, parce que leur vie à eux, elle n'est pas si pire. Et ça, je l'ai expérimenté en rentrant en politique de façon très forte. C'est-à-dire quand on vient avec un discours radical, pragmatique, sur ces questions-là, on dit mais Éric, ouais, on vient, on va au resto. Tu dis, non, mais je dis, j'en ai rien à foutre de votre resto en fait. Voilà, j'en ai rien à foutre de vos voitures, j'en ai rien à foutre de votre machin, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc c'est croissance du PIB comme seul horizon pour le monde, acceptation des inégalités sociales puisque finalement pour eux ça va pas si mal, et comme projet de société, comme question du sens, c'est la compétitivité. C'est voilà, il faut que nous soyons compétitifs. Et moi qui ai un léger caractère compétitif, je me dis, je suis compétitif sur un terrain de sport. Avant-hier, on faisait un séminaire avec mes élus dans le Vercors, dans un centre aéré. Il y avait un terrain de squash. Bon, j'étais joué au squash. Là, bon, je suis compétitif. Vous mettez une balle en ballon, effectivement, je suis compétitif. On confirme, oui, parce qu'on a joué au foot on a joué au foot, c'est vrai, avec Clémentine, avec Julien, avec François Ruffin, avec Mathieu Orphelin, pendant la campagne des municipales à Grenoble, avec Audrey Pulvar, avec des footballeuses professionnelles aussi, on a joué au foot, et effectivement, je suis un peu rugueux et je suis un peu compétitif. Mais c'est pas un projet de vie. Ça reste dans le domaine du sport. Le reste du temps, j'aime bien boire des coups avec des copains, aller en montagne. Mais j'entends que du coup, une fois qu'on a créé du sens, c'est à partir du sens et du commun concret. Oui, parce que si on a cette conviction, moi je me suis dit, en fait, notre but aux élections, c'est pas de faire progresser nos idées. Ça m'intéresse pas. Progresser nos idées, c'était les générations qui nous ont précédés, comme l'a dit Clémentine, et à Grenoble c'est particulièrement vrai, puisqu'il y a des candidats au municipal depuis 77. J'ai mangé en juillet avec les têtes de liste écolo depuis 77. Donc là, on se sent dépositaire d'une tradition. Et en fait, pour reprendre une image sportive, j'ai l'impression que c'était des piliers, ceux-là, ils ont fait la mêlée, ils ont avancé comme des bourrins jusque dans les 22, et puis à l'arrivée, là, plutôt que de faire progresser leurs idées, ils se sont dit, tiens, je vais écarter sur l'aile, il y a un Gus qui traîne là, il prend le ballon et il marque l'essai. Et donc moi, ma conviction intime, c'était de dire que finalement, nous ne voulons pas faire progresser nos idées, nous voulons gagner, exercer le pouvoir, transformer la vie, et finalement, ça répond évidemment à toute notre histoire de militants, mais ça répond à plein de gens
qui ne sont plus accrochés à la politique, qui n'ont jamais eu peut-être de rapport avec la gauche, la droite, qui juste attendent d'être percutés par quelqu'un qui leur dit, comme Bruno Latour, qui leur dit, ou comme Pierre Charbonnier, qui leur dit maintenant il faut faire des choix. Hein, et des choix qui sont à la fois des choix de société, mais des choix pour soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être... il y a un moment où ça crée des ruptures et des contradictions à gérer avec nous-mêmes. On a envie à la fois de partir en vacances à l'autre bout du monde et à la fois on se dit que bah non, en fait, c'est peut-être plus sympa à côté. Et donc il faut résoudre nos propres contradictions. Et donc à partir de cette conviction, on se dit que finalement nous pouvons faire un projet ensemble. C'est la deuxième chose. C'est se dire qu'on n'est pas en train de se dire nous allons nous réunir pour gagner, parce que nous allons nous réunir pour gagner. La question qui vient d'après, ok, mais pourquoi faire? Parce qu'on a déjà gagné en 97, en 2012, et puis finalement, donc moi j'aime toujours avoir des gens, des mouvements sociaux, des syndicalistes autour de nous, dans les discussions, toujours, dans les discussions de projet, parce qu'ils nous disent, en fait, je vous rappelle qu'on n'en a rien à foutre que vous gagnez. Ouais. Nous, c'est la question, c'est gagner, pourquoi faire? Pourquoi faire? Et du coup, ça veut dire qu'on fait le projet d'abord. Ce projet, il est radical et pragmatique parce que nous voulons transformer la société, et que du coup, derrière, ceux qui ont envie de soutenir, soutiennent. Mais Voilà. pour avoir lu depuis quelques années la plupart, enfin les programmes au présidentiel, au régional, etc., on a quand même le sentiment que le projet, globalement, il converge. Alors qu'est-ce qui fait que ça colle pas? Est-ce que c'est les égos, Clémentine Autain? Ça, c'est très réducteur. Hein. Les égos, c'est, enfin, quand on est à l'extérieur de la politique, on dit on est des chèvres, on est des égos, on se sépare, etc. En fait, c'est pas tant les égos que des questions stratégiques, de fond, etc. Enfin, Mais vous admettrez que souvent, ça nous est présenté, médiatiquement aussi, comme, enfin, Éric Piolle, on le sait, on peut en parler en ce qui vous concerne. On voit partout que potentiellement, c'est peut-être vous qui allez avoir la capitainerie. Enfin, vous voyez? Ou Yannick Jadot, ou, enfin voilà. La question se pose déjà à 2 ans. Vous vous rendez compte? Donc c'est bien qu'il y a aussi, ou Clémentine, voilà, il y a quand même des questions d'ego qui se posent. non, il y a des questions de collectif, et derrière, qui c'est qui est là pour mener un collectif? C'est David Cormand qui rappelait, c'était un élément fort de notre campagne de 2014, excuse-moi Clémentine de prolonger, je te laisse la parole tout de suite. Les écolos, comme on est tous égaux, et c'est vrai qu'on est tous égaux, dans les campagnes des municipales, on faisait une belle photo en faisant tous les membres de la liste, main dans la main, parce qu'on est tous égaux. Et nous, quand on est arrivé en 2014, on dit, en fait, ok, on est tous égaux, mais les gens, ils votent pour un maire, donc on va mettre la tête du maire en gros, et l'important, c'est que la tête du maire elle soit plus grosse que la tête des gens quand ils passent devant l'affiche, et puis on dira que c'est un maire, une équipe. Voilà, parce que c'est une équipe, on ne fait rien sans l'équipe, hein, mais par contre, il faut aussi, on a des rôles séparés. Hein, c'est comme si au Barça, ou peut-être changer d'équipe, maintenant, ou au Bayern, vous prenez Lewandowski, il marque à chaque match, on dit, ok, mais comme on est tous égaux, prochain match, t'es goal volant. Parce que moi aussi, je sais marquer des buts, et puis il n'y a pas de raison. Hein, et donc, il y a un moment, il y a celui qui marque des buts, on lui dit, tiens, toi, tu t'entraînes, t'es bon pour marquer des buts, t'as qu'à continuer un peu. Bon, Clémentine Autain, Alors, qui va marquer des buts? d'abord, ce qu'on a réussi à faire sur des élections où c'est un scrutin de liste est beaucoup plus difficile à faire quand il s'agit d'une élection dans le cadre de cette maudite Ve République où il faut trouver un leader. Je dis un parce que jusqu'ici, y compris les noms évoqués, en général, ce sont des hommes et de par l'histoire, c'est vraiment une élection qui est particulièrement taillée par et pour des hommes. Mais je pense que c'est pas tout à fait la même chose, en fait, hein, parce que sur un scrutin de liste, on peut négocier plus facilement, justement, la logique d'une équipe avec différentes sensibilités, alors que là, il s'agit quand même d'une incarnation d'un nouveau tout qui est naissant, qui est tout juste émergent presque, à la limite, j'ai envie de dire. Excusez-moi, mais je refais une petite part d'histoire, parce que les enjeux stratégiques ou de fond, ils viennent quand même de loin. Je comprends l'impatience et je la partage, d'abord parce qu'il y a une urgence sociale et une urgence environnementale terrifiante, donc on aurait envie de tout de suite avoir la réponse, mais je veux juste qu'on prenne un tout petit peu de recul pour se rendre compte ce qu'on est en train de toucher du doigt, c'est-à-dire une rupture quand même assez franche avec ce qu'a été l'histoire du mouvement ouvrier pendant tout le XXe siècle. Pendant le XXe siècle, une bonne partie du XXe siècle, on avait deux grandes forces qui s'inscrivaient dans la tradition du mouvement ouvrier, en gros le Parti communiste français et le Parti socialiste, et que le XXe siècle a vu s'effondrer à la fois les expériences de type soviétique, ensuite les impasses de la social-démocratie partout en Europe. Donc on a quand même une gauche qui arrive en ce début de XXe siècle, de XXIe siècle, dans un état
Voilà, avec quand même quelques lourds échecs au basque qu'il faut digérer, qu'il faut comprendre, qu'il faut intégrer dans son projet et percuter par la question écologique, et c'est pas rien, parce que quand vous avez une culture productiviste et que la question pendant très longtemps s'est résumée à celle de partager les richesses, qui reste une question tout à fait fondamentale, mais que maintenant s'ajoute la question de savoir qu'est-ce qu'on produit et qui décide de ce qu'on produit, vous voyez bien que la nature de la question et donc tout le projet qui va avec, il change un peu de tête. C'est plus tout à fait la même chose. Donc il faut le reformuler, il faut le digérer, il faut que voilà, qu'on trouve ce nouveau tout, ses formes, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ses formes, son imaginaire, son projet, ses propositions, ça fait beaucoup. Hein, Mais je trouve que quelque chose est en train de bouger de ce point de vue, et percuté, comme on l'a dit aussi, par le féminisme, par les combats antiracistes, par les questions des violences policières, enfin plein de sujets qui viennent aussi complexifier ce qui avant était parfois plus simple parce qu'on avait la lutte des classes, un rapport de domination qui était bien ancré dans le monde d'un salariat qui n'était pas comme aujourd'hui totalement atomisé. Donc ça fait beaucoup de choses qu'il faut digérer et reformuler. Et les cultures politiques, elles ont aussi leurs histoires. Et il y a des préjugés des uns vis-à-vis des autres, il faut quand même le dire, hein. Il y a aussi des préjugés, on pense que les uns n'ont pas bougé, que les autres n'ont pas compris l'histoire, etc. Et donc quand on se parle, il y a aussi parfois de l'incompréhension qui est liée à des préjugés. Il y a bien sûr des logiques d'organisation, c'est clair, où chacun joue pour son équipe. Hein. On peut avoir des partenaires, mais chacun a envie de tirer la couverture à lui, d'être devant, d'être celui qui tient le tout. C'est la vie que comme ça. Il y a aussi des histoires d'ego. Je partage l'idée que ce n'est pas absolument le seul problème, mais il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. Il y a aussi ça, c'est la vie qui est comme ça. Donc ça fait beaucoup de choses. Et ce qu'on a inventé, c'est ce nouveau tout. Et de savoir où le curseur sera. Parce que faisons pas comme si on était d'accord sur tout. Et que c'était si simple. Enfin, quand vous écoutez les uns et les autres, certes, il y a des proximités, mais enfin, il y a quand même des différences. Il y a quand même des grandes différences. Voilà. Est-ce que, par exemple, quand je vois, et là, ça y est, je rentre dans le cœur du débat, mais par exemple, pour moi, quand Yannick Jadot signe une tribune avec le patron de L'Oréal, de Danone, etc., pour expliquer qu'il faut l'environnement, blablabla, je dis... Moi, comme je le pense, je pense que c'est le signe qu'il y a là un désaccord de nature politique. C'est pas pour polémiquer, c'est un désaccord politique. Les grands groupes ne sont pas nos alliés pour faire vivre une écologie populaire. Je ne le crois pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Et je siège, comme tu l'as dit, je siège donc dans le groupe des Insoumis. Je suis plutôt la plus... Voilà, je fais partie, en tout cas, de celles qui œuvrent, militent le plus ardemment pour qu'on ait un rassemblement large. Donc, voilà. Mais bon, je veux bien un rassemblement large, je suis pour l'unité, mais enfin, il faut qu'elle se fasse quand même sur un contenu qui permette à la fois de gagner. Or, je ne crois pas qu'une écologie rabougrie ou qui... Mais non, mais si, non, mais je veux dire, qui comprend pas qu'il y a que la question des retraites c'est hyper important, qu'il y a des luttes sociales fortes, enfin voilà, qu'il faut s'en prendre. Je veux dire, à l'Union européenne telle qu'elle dysfonctionne, que le néolibéralisme c'est pas possible, que l'austérité budgétaire, on fera rien avec l'austérité budgétaire. Il n'y a pas de transition environnementale, écologiste, rien du tout, tant que vous êtes dans les clous de l'austérité budgétaire. C'est pas vrai. Donc voilà. Donc, soit on est clair là-dessus. On arrive à avancer là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait à l'échelle européenne? Est-ce qu'on est bien d'accord qu'on combat l'austérité, le néolibéralisme? Est-ce qu'on est bien d'accord que nos alliés, c'est dans le monde populaire et pas en essayant d'aller trouver des gentils patrons ou je ne sais pas quoi? Si on arrive à se mettre d'accord sur tout ça, mais il faut y aller. Et on a une responsabilité à le faire. Hein. Parce que si on arrive en 2022 avec une gauche aussi atomisée qu'aux européennes, ça va créer un immense désespoir. Un désespoir, parce que ça en fait du monde quand on ne veut pas du duel Macron-Le Pen, hein, en France. Je veux dire, la France, il y a un paquet de gens qui n'ont pas viré facho, et tous ceux qui sont contre Macron, vous les connaissez, ça fait du monde aussi. Donc, qui espèrent qu'on a une issue émancipatrice qui peut s'imposer et qui peut gagner. C'est ça qu'on cherche, mais il faut qu'elle se fasse sur des bases politiques qui permettent un rassemblement qui n'est pas juste se rassembler pour se rassembler, mais sur des bases politiques qui sont des bases politiques réelles. Pareil pour le PS, là j'interpelle... Je termine là-dessus, j'interpelle côté Europe Écologie Les Verts, mais je veux dire, il y a aussi les partis socialistes. Moi, je vais à Blois samedi. Hein non, mais c'est... Voilà, on va tous à Blois. Je vais à Blois. Bon...
c'est vous dire si, voilà, enfin, non, mais je veux dire, c'est un effort, c'est signe qu'il faut qu'on discute, etc. Mais c'est qu'il n'y a pas 3 ans, on se souvient que les socialistes étaient au pouvoir, puis ça a duré longtemps. Quel est le bilan concret? Quels enseignements sont tirés au Parti socialiste par l'ensemble de l'organisation et des militants, de telle sorte que, en effet, on en prenne vraiment toute la teneur et on soit capable de réorienter le projet qui peut être un projet commun. Vous serez d'accord avec moi qu'il faut à minima cette clarification et c'est pas juste que, voilà, c'est qu'il la faut, quoi. C'est tout. Justement, comment créer cette clarification et ce projet commun? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, je pense qu'on en prend le chemin comme jamais. J'ai pas entendu, pardon. En partant des citoyens. Ouais, et ça sera ma conclusion. Tu m'as gâché le truc. Non, mais parce que les partis n'ont pas le monopole des idées. Donc, on a des luttes communes. Avec Clémentine, c'est peu dire qu'on se croise souvent dans des manifestations. Je parle même pas d'Éric, évidemment. L'enjeu, c'est de passer de la coalition de rejet. On est contre ceci, contre cela. Et je dois quand même le dire, tu as été un peu dur avec Yannick. Jamais vous prendrez un de ces votes en défaut face au néolibéralisme, au CETA, au Mercosur, ou sur tous les aspects de protection des droits des consommateurs, des travailleurs, de l'environnement. Jamais. Et si vous en trouvez, venez me voir. Mais nos députés votent ensemble, et moi j'en suis très fier de leur travail. Bon, l'enjeu maintenant, c'est de passer d'une coalition des rejets. On se retrouve ensemble en contre. Les ordonnances Macron, l'inaction sur les pesticides, ceci, cela, bien sûr, la réduction des impôts pour les plus riches. Le rejet, en contre, ça on sait faire. À une coalition de projets. Donc le contenu, complètement. Donc moi je suis à fond là-dessus, c'est ça qu'on doit travailler. Je pense que le rejet du productivisme est une bonne base. C'est-à-dire, encore une fois, vous êtes né en 73, donc, du coup, moi en 80, et c'est vrai que depuis ces années-là, ce qu'on nous propose comme la norme ne fonctionne pas. La recherche de la croissance produit des inégalités, détruit la planète, et le modèle qu'on nous présente comme, en gros, les responsables, c'est de la dette, des maladies, des travailleurs pauvres, de la misère, de la destruction de l'environnement, des inégalités salariales femmes-hommes, sans même équilibrer le budget, depuis 1982 ou 1, je sais plus, je sais jamais. Si c'est ça le modèle, assumons de faire un pas de côté et travaillons une autre voie. Et ça commence par le rejet du productivisme, c'est-à-dire de la recherche du profit, et ainsi de suite. Questionnons les finalités de l'économie. Non plus, comme l'a dit Clémentine, l'espèce d'alternative un peu stérile entre produire, parce qu'il faut produire pour répartir, ou uniquement répartir. Questionnez aussi la manière dont on produit et à quelle fin. Donc, rejet du productivisme. Et nous disons, nous, l'écologie, mais au sens d'environnement, justice sociale, démocratie, offre un projet fédérateur pour le pays. Correspond à une question profonde de justice et un projet pour les décennies à venir, et qui est bon pour dans 30 ans et qui est bon tout de suite. Donc c'est la jonction utile. Maintenant, il y a ceux, vous connaissez la phrase, là, qui veut faire quelque chose trouve un moyen, et puis qui ne veut pas faire trouve un prétexte. Donc, il y a des égos, il y a des désaccords, il y a des désaccords de fond, et il y en a qui sont des prétextes. En 2017, si je prends l'Europe, puisqu'on en a parlé, la gauche, elle s'est fracassée sur la question européenne. Il y a ceux qui étaient pour, critiques, mais pour, et il y a ceux qui disaient plan A, plan B, on en sort, etc. Je pense qu'aujourd'hui, cette question, on peut la dépasser. Je ne dis pas que c'est simple, mais aujourd'hui, parce que je te rejoins complètement, on ne peut rien faire de bon pour le pays en respectant le dogme des 3%, ben en vrai, plus personne ne les respecte, puisque la crise a fait exploser tout ça. Donc on voit bien que... Comme quoi c'était possible. Oui. Alors moi, l'écologiste pro-européen sceptique ou critique, je dirais, vous voyez qu'on peut faire de la politique dans les traités. Et j'entendrai que d'autres personnes qui étaient critiques de ces traités disent, vous voyez qu'ils ont explosé en éclats et qu'il faut faire autrement. Oui, sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'on peut faire autrement. Donc, voilà. Donc on aura chacun le chemin qui vient de sa culture, mais pour s'accorder, pour dire que bon, bah, finalement, tous les cadres ont explosé, et quand vous avez Van der Leyen ou les autres, ou même à la Banque Centrale Européenne, on s'interroge sur le fait d'annuler enfin la dette, bon, bah, ça veut dire que nous, on peut s'autoriser aussi à inventer quelque chose de différent. Donc je trouve qu'il y a
C'était un vrai désaccord en 2017. Aujourd'hui, je pense que si on est sérieux, on peut considérer que on pourrait en faire un prétexte et le surmonter. Donc ça passe par clairement se mettre autour de la table. Il faut une base minimale, et moi je trouve que c'est le rôle des partis que d'être en support du débat public. C'est l'article 4 de la Constitution. Donc nous, à Europe Écologie Les Verts, on fait notre part du schmilblick. On a organisé pour la première fois des journées d'été à 6 partis. Peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Travailler avec Génération, avec Cap 21, avec l'Alliance des écologistes indépendants, avec Génération Écologie, avec qui on s'est tellement pourri la gueule pendant des décennies que se mettre d'accord pour savoir qui intervient sur quoi, sur quel thème, en fait c'est pas anodin, mais c'est comme ça qu'on construit la suite. Et je conçois que vous me disiez, vous êtes écologiste, vous parlez avec les écologistes et vous fonctionnez ensemble. Oui, c'est la base, mais c'était pas évident. Et demain, moi je souhaite qu'on travaille à ces conventions, ces moments où on se bune à bune et on se fâche sur la 6e, très bien, mais enfin comment on l'a fait? Puisque cette fois-ci l'enjeu c'est pas de l'incanter, mais de la réaliser une fois qu'on est au pouvoir pour pas reproduire justement toutes les fausses promesses de Hollande qui ont tellement abîmé la démocratie. Convention sociale, quel travail, quelle retraite, comment on fait, revenu de base, réduction du temps de travail, qu'est-ce qu'on fait avec et travailler avec ces syndicats, et y compris la CFDT et la CGT, parce que les histoires de prétextes et d'ego, les partis malheureusement n'en ont pas le monopole. Bon, et la question citoyenne, voilà, parce qu'en vrai, la seule manière de nous faire travailler ensemble, c'est que ces partis politiques et ces personnalités sentent la chaleur de la demande dans leur épine dorsale. Donc la CGT sort de sa zone de confort pour travailler avec Oxfam sur les inégalités et avec Greenpeace sur le nucléaire, alors que historiquement, ils sont fâchés à mort. Ce qui se passe avec le pacte de pouvoir de vivre, où la CFDT ne parle plus que de travail, mais réfléchit sur la rénovation thermique avec la Fondation Abbé Pierre et le réseau Action Climat, ils sortent de leur zone de confort. Nous, on doit le faire. Mais sans l'implication citoyenne, en fait, on s'arrêtera au milieu du gué. Voilà. Et donc, en gros, si on veut marquer des buts, il faut qu'on soit plus nombreux sur le terrain. Merci. Merci à tous les trois.